Bonsoir à tous. Bienvenue à Formula Bula pour cette deuxième rencontre dédiée à Richard Corben avec Laurent Lerner, l'éditeur de Delirium, qui est l'éditeur de Corben en France, Philippe Maillot, plasticien artiste, grand amateur de Corben, et Vincent Brunner, journaliste, écrivain, qui va animer la rencontre. Je vous laisse, à tout à l'heure. Merci. Merci. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc Richard Corben, alors c'est que c'est un auteur quand même qui est assez culte. Il a fêté ses 77 ans au tout début de ce mois, avec, je sais pas d'ailleurs, enfin, Laurent nous parlera parce qu'il est quand même très très actif encore. Il a quand même beaucoup de projets. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'un auteur qu'on connaît depuis les années 70, mais qui est, on ne va pas dire prolifique, mais en tout cas qui poursuit son sillon, en fait, un peu le sillon du fantastique. Juste, Philippe, juste pour commencer, c'est vrai que toi tu es plasticien, alors c'est vrai que ton influence, peut-être l'influence de Corben sur ton travail passe peut-être plus par les couleurs, mais tu nous diras, mais en fait surtout tu as failli être auteur de bande dessinée un peu grâce à ces auteurs-là. Corben. J'étais trop feignant pour ça. Ouais, c'est ça, c'est le... Trop de travail. Et juste pour l'anecdote, tu nous as quand même raconté que tous tes livres de Corben avaient été... brûlés par mon père. Brûlés par... Ouais. Qui trouvait ça obscène et violent. Ouais. Et trop sexuel aussi. Alors, Richard Corben, grosso modo, publie depuis la fin des années 60. Il a commencé donc dans la presse underground avec même son propre fanzine qui s'appelait donc Fantagore. Il y avait aussi Voice of Comic Don, je crois. Il y avait aussi Slow Death. Et puis, il a paru après dans Eerie and Creepy, qui étaient deux publications de genre de l'éditeur Warren, où là, c'était vraiment des récits d'horreur, souvent humoristiques, mais quand même assez noirs. Des récits qui ont été scénarisés par Bruce Jones, Jan Strad, ou parfois c'était lui-même, hein, je crois, Laurent, parce que toi tu es vraiment le connaisseur aussi de cette période-là. Et après, enfin on va dire à partir de 72, il est arrivé en France, il y a eu la première publication dans Actuel, je crois que c'était les histoires de Rolf, il a été aussi l'aventure de Métal Hurlant dès le premier numéro, en 75. Alors, malheureusement, je crois que Jean-Pierre Dionnet n'est pas là aujourd'hui. Je crois qu'il devait participer à la rencontre d'après. Et peut-être qu'il aurait pu nous dire, parce que je crois que lui, très rapidement, il a repéré son travail, il a voulu le publier aux côtés des auteurs français, Drouillet et Moebius. Puis ensuite, en France, il y a eu l'Écho des savanes spécial USA. Alors c'est vrai que ça parle surtout à une génération voilà, qui a plutôt une quarantaine ou 50 ans. Et après, plein d'albums. Il a même aussi un peu collaboré avec des éditeurs mainstream américains. Donc il y a eu Marvel, pour lequel il a dessiné Luke Cage. À chaque fois, c'est plutôt des mini-séries. Hein. Hulk, pour DC, il a fait Hellblazer. Et je crois qu'il a fait aussi une histoire de Batman. Hein, c'est ça, une petite noir et blanc, je crois. Hein, mais je ne suis pas sûr complètement. Batman, non ? Non ? Et bon, et surtout depuis quelques années, il continue avec Jan Strad ou seul à publier des récits qui s'inscrivent vraiment dans le fil droit de ce qu'il fait depuis 40 ans. Des récits fantastiques, toujours un peu teintés d'humour, mais quand même parfois un peu aussi désespérés. C'est un peu sa signature finalement, puisqu'on rit, mais parfois surtout on rit jaune avec Richard Corben. Et alors il y a ce titre aussi, alors, le titre de la conférence, La couleuvre venue du ciel, c'est vrai que c'est un joli titre parce que ça fait référence à la nouvelle de Lovecraft, La couleur venue du ciel, qui je crois a été publiée en 1927. Et c'est vrai que ça résume un peu l'étrangeté que tous les lecteurs, alors si vous n'avez jamais lu Corben, c'est l'occasion, je crois qu'il y a Radgod et Reg Moore qui sont à la librairie. Quand on lit Corben pour la première fois, on ressent un peu un choc. Alors juste, je me permets de vous lire quelques citations d'auteurs qui ont écrit avant vraiment de vous faire parler. Par exemple, c'est Moebius qui, dans une préface, lui avait une préface de Dan Laquette qui dit « Je me souviens du choc que nous avons tous ressenti lorsque la première planche de Richard Corben a littéralement jailli sous nos yeux. » Alors après, il le compare à Mozart. Richard Mozart Corben s'est posé au milieu de nous comme un pic extraterrestre. Il trône depuis longtemps sur le champ mouvant et bariolé de la BD planétaire, comme la statue du commandeur. Monolithe étrange, sublime visiteur, énigme solitaire.
Et Moebius ajoute, il conclut, et puis j'adore les héroïnes de BD dotées d'une forte poitrine, parce que c'est aussi une signature de Corben, c'est des corps, on va dire, hypertrophiés, qu'ils soient masculins ou féminins, ultra musculeux. Dans la préface de l'anthologie Eerie and Creepy, sortie chez Delirium, c'est Philippe Drouillet qui, lui, parlait de zombies de l'image, et aussi qui se disait avoir reçu dans la gueule des images puissantes. Alors, parmi les fans, on compte aussi Guillermo del Toro, qui possède plusieurs pièces de Richard Corben. Et je crois qu'il y a quelques mois, ou je crois que c'est l'année dernière, il avait d'ailleurs posté la couverture de Creepy en profondeur, en disant que c'était la plus belle couverture de Corben jamais faite. Alors après cette longue introduction, vous, quel a été votre choc quand vous avez découvert Corben? Comment ça s'est passé? Bonjour. Pour moi, ça a été assez, ça s'est fait dans le temps, on va dire, hein, parce que quand c'est paru en France dans les années 70 et 80, j'étais gamin. Donc, j'ai vu pas mal de choses passer. J'ai vu Den, j'ai vu Bloodstar. À cette époque-là, j'avais quand même du mal à identifier un auteur en particulier. Par contre, les images sont tellement fortes que ces univers sont tellement marquants que, en grandissant, en commençant à faire les liens entre les BD que j'avais aimés et l'auteur que je redécouvrais au fil des années, à chaque fois par des nouveaux bouquins, et je me suis rendu compte que j'avais été quand même assez fortement marqué par Corben. Et tu parlais de la couleur venue du ciel, parce qu'effectivement, Corben est un grand amateur de littérature fantastique, enfin de culture fantastique, de Lovecraft, qu'il a souvent adapté. Et c'est vrai qu'en plus, à cette époque-là, dans les années 80, il y avait un vrai revival de culture pulp, on va dire. Et donc, voilà, on comprend pourquoi ce titre a été choisi aussi, parce qu'il est inhérent, il illustre parfaitement l'univers de Corben. Philippe? Moi, je suis un vieil artiste maintenant, donc je suis d'une génération où la bande dessinée avait beaucoup d'importance dans la culture pop, rock, enfin, ça faisait partie de la panoplie. Et grâce à l'École des Savanes, comme tu disais tout à l'heure, Spécial USA, et à Métal Hurlant, j'ai découvert ces auteurs, et notamment Corben. Et j'ai eu la même impression que Drouillet ou Moebius, c'est-à-dire que quand j'ai vu Corben, je me suis dit que c'était pas de la BD, que c'était du cinéma ou de la 3D. Il y avait cette incroyable qualité de la peinture en 3 dimensions quasiment, avec ces couleurs qu'on repère ici, là moins, mais avec ces couleurs qui ressemblaient. Moi, j'étais un grand amateur du cinéma de la Hammer des années 60 et 70. Des années 60-70, je ne sais pas si vous connaissez ce cinéma d'épouvante anglais, avec Vincent Price, on en parlait tout à l'heure, Peter Cushing, Christopher Lee. Et j'ai retrouvé chez Corben cette lumière étrange de couleurs contrastées, des rouges, des verts sur le même. Et j'ai été marqué profondément par. En plus, comme tu disais tout à l'heure, j'étais un peu jeune. Du coup, ces femmes à forte poitrine étaient aussi une entrée facile pour nous, jeunes adolescents. Et tu as vraiment fait des démarches pour devenir auteur de bande dessinée à la suite? Je suis rentré aux Beaux-Arts pour être pour faire de la BD. Ouais. Mais c'était plus trop la mode quand je suis rentré. Et puis même, on ne l'enseignait plus, on va dire. Ou alors il fallait aller dans des écoles spécialisées qui étaient parisiennes. Et la BD était considérée à nouveau comme une culture basse, quelque chose de junk, comme ils disaient en Californie, la junk culture. Du coup, il n'y avait pas trop d'accès à... Mais moi, j'avais été formé grâce notamment à Métal Hurlant, à tout ça, et ça m'est resté. Donc j'étais rentré aux Beaux-Arts pour faire de la BD. Oui. Alors c'est vrai que chez Corben, et notamment dans son œuvre, qui est une de ses œuvres cultes, Den, ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un jeune américain qui se retrouve finalement catapulté dans un monde imaginaire, alors avec un artefact. D'ailleurs, Richard Corben a réalisé en 69 un court-métrage qu'on peut voir sur YouTube qui s'appelle Neverwhere, où c'est la matrice vraiment de Den. D'ailleurs, ça s'inscrit finalement dans la mythologie de Den. Et c'est vrai que nous, en tant que lecteurs, on se retrouve aussi catapultés dans un monde imaginaire. Alors bon, nos corps, eux, ne changent pas, on est d'accord. On ne se retrouve pas avec des corps de géants. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette porte vers un autre monde qui est c'est vrai que même quand on peut lire par exemple du Moebius, c'est pas tout le temps le cas. Lui, avec Corben, c'est tout le temps ça. C'est
finalement, dans le quotidien, il y a un tunnel, un sas ou un vortex qui nous amène ailleurs et qui nous dépayse, même si c'est que du papier. Puis son dessin a cette qualité incroyable de rendre l'irréel réaliste, et même hyper réaliste. Alors que souvent c'est un peu redondant quand on a un dessin expressionniste ou quoi, et qu'on va dans un monde fantastique. Bon, il n'y a pas de choc avec le dessin. Le dessin est un peu en soumission au récit. Donc chez Corben, il y avait rendre le fantastique réel. On aurait dit que c'était photographié. Ouais. Ce qui d'ailleurs augmente son efficacité. Finalement, ça fait peur, quoi. Ça faisait vraiment peur. Quand on lit du Corben. D'ailleurs, je crois que tu disais qu'il y avait une histoire qui t'avait un peu terrorisé Moi, quand tu étais jeune lecteur. Ouais, c'est en profondeur. C'est une histoire qu'on trouve dans Eerie et Creepy, le volume 1 ou 2, je ne sais plus le... Et donc, où il se retrouve finalement cerné, hein, c'est on va dire un naufragé quelque part. C'est deux naufragés au milieu de la mer. Ouais. Et l'idée, c'était de rendre angoissant tout ce qu'il y avait en dessous. Parce que chez Corben, il y a beaucoup de choses qui sont en dessous, enfin, dans le monde, comme chez Lovecraft, où tout est en dessous, au fond. Ouais, et donc, c'était vraiment quelque chose qui t'avait fait flipper. J'ai eu peur pendant des années à me baigner dans les eaux profondes, à cause de ça. Laurent, t'as connu un peu cette... Cette histoire est marquante. Même, Ah oui, cette histoire, elle est particulièrement dure, quoi. Elle est à la fois super belle. Puis elle n'est pas fantastique, c'est ça qui était violent. Mais alors, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'il vient donc de l'animation, enfin du moins, il a une culture artistique plastique classique, mais il a travaillé pendant 8 ou 9 ans dans l'animation avant de se lancer pour de bon dans la bande dessinée. Donc c'est vrai qu'au niveau de la construction, de sa mise en image, ce que tu disais tout à l'heure, l'image n'est pas asservie au texte, l'image en soi, elle te raconte ce qui se passe. Donc, et il a une maîtrise du découpage aussi, des cadrages dans les cases qui est assez frappante, qui est marquante. Et quand il exploite en plus comme dans des histoires comme In Deep, c'est très très fort. Ben voilà, magnifique histoire que je vous conseille de lire dans la série que tu as rééditée. Oui, ça c'était publié. À l'époque, c'était publié dans l'Écho des Savanes spécial USA, je me rappelle. En France, tout à fait. En France. Absolument. Et alors, pour revenir sur ce que tu disais sur Jean-Pierre Dionnet, les humanoïdes associés qu'il avait repérés et publiés dès le début de Métal Hurlant, c'était paru aux États-Unis dans un magazine, enfin dans des magazines qui s'appelaient Creepy et Eerie. Puis à partir de 70 dans Vampirella, ces 3 magazines qui appartenaient à un éditeur américain qui s'appelait Warren, Jim Warren, et pour lequel Corben voulait travailler. En fait, avant de commencer dans la bande dessinée, il envoyait des histoires, des strips à Jim Warren en espérant être publié dans ce magazine-là. Donc ça a fini par se produire et effectivement, il a très vite explosé. Et donc, pour en revenir à Dionnet et aux humanoïdes, en fait, dans les années 60, quand ce magazine a été lancé, eux le suivaient dès les premières parutions. Ils allaient dans les libraires qui faisaient de l'import, comme Brentano's à Opéra, et ils allaient chercher leur creepy eerie. Ils écrivaient des courriers de lecteurs qu'on retrouve dans les magazines aujourd'hui, c'est assez drôle d'ailleurs. Et donc forcément, quand Corben a commencé à être publié là-bas, il le connaissait déjà en 75. Moi, c'est là-dedans que je l'ai découvert, parce que, comme je vous racontais tout à l'heure, quand j'étais à Marseille, en face de mon lycée, il y avait des vendeurs de livres d'occasion. Et il y en avait un qui était spécialisé dans les petites éditions de Creepy Eerie, mais en version française, ouais, tout à fait, ouais. Qui étaient comme des petits livres de poche qu'on achetait un peu à 20 centimes. Et il y avait les premières histoires de Corben, Bernier. Et pour nous, c'était... Nous, c'était Tintin, Astérix, Gottlieb à la limite, mais c'était encore un dessin, j'allais dire, de dessinateur. Là, avec lui, on était dans un truc qui était... D'ailleurs, il écrivait du fantastique, mais il dessinait fantastique aussi. C'est pas pareil, vous voyez, oui, tout à fait. C'est pas du tout la même chose. Alors, juste, c'est peut-être le moment d'aborder un peu les questions techniques, parce que, même si on ne va pas entrer dans un discours de technicien, mais c'est vrai qu'il y a tellement de rumeurs qui circulent sur ses méthodes de travail. On sait aussi qu'il était souvent à la bourre, parce que par exemple dans Métal Hurlant, à un moment il commence à prépublier Den, et puis à un moment il prend tellement de retard que finalement le reste paraît en album, et ça a été un peu une constante, je crois. C'est quelqu'un qui travaille de manière très minutieuse, avec des méthodes à lui. Alors parfois il travaille d'après sculpture, il prend des photos, il y a aussi des rumeurs folles un peu sur la manière avec laquelle il coloriait ses planches au final. Pas des rumeurs, hein.
Ah ouais, Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Il avait inventé sa technique. C'est-à-dire que souvent, l'éditeur imposait la technique au dessinateur. Lui, il avait inventé sa propre technique. Et personne ne savait la faire à sa place. Et c'était quoi là? Alors la technique, c'était très complexe parce que ça partait de ce qu'on appelle une grisaille, des dessins en noir et blanc. Et sur ces dessins, il rajoutait des calques de couleurs très complexes avec plusieurs bleus et où il peignait à l'aérographe aussi ses paysages ou ses fonds. Donc il avait un travail, il mettait des années à faire une BD. Ouais. Je crois que Den, il avait mis 5 ans, je crois, le premier album. 5 ans pour un éditeur, enfin, il fallait vendre 20 000 euros l'album pour se rembourser. Donc c'était aussi, c'est ça qui m'a énormément plu chez lui, c'est qu'il a inventé une pratique qui n'existait pas avant lui. C'est très important pour moi qu'un dessinateur invente sa propre pratique. Je suis même pas sûr que dans la bande dessinée, il y ait beaucoup d'auteurs qui travaillent comme lui aujourd'hui, de toute façon. Parce qu'à l'époque, vu que les fichiers qui partaient, c'était pas des fichiers qui partaient chez l'imprimeur, c'était des films. Oui. Il fabriquait lui-même tous ses films. C'est-à-dire qu'il y avait ses planches qui étaient flashées, qui étaient photographiées. Après, il travaillait donc sur Rodoid, sur ses calques, pour faire ces différents calques de couleurs, qu'il allait refotographier ensuite derrière pour en faire des films qu'il allait porter à l'imprimeur pour les faire tirer comme lui le souhaitait. Ouais. Donc c'est un boulot aujourd'hui, évidemment, avec l'informatique qui se fait plus. Ouais. Y a même des dessinateurs qui dessinent directement sur ordinateur, donc ils dessinent plus de planches, plus rien. Donc, parfois, il y avait 12 films différents. Ouais. Pour une seule image, il y avait 12 films. Normalement, on en a 3, enfin, on va dire les 3 primaires et le noir. Là, lui, il en avait 12. Les uns sur les autres. C'est ce qui rend son travail aussi plus qu'original. Enfin, c'est ça, c'est vraiment... On a l'impression d'être dans l'hyperréalisme. Ouais. C'est de l'hyperréalisme fantastique. C'est les planches de Rolf. Magnifique. Et encore que là, c'est... Enfin, j'ai vu Rolf avec une autre production peut-être beaucoup plus étrange en couleur que là, ce que je vois. C'est peut-être aussi la vidéo qui fait ça, je sais pas. Ouais, c'est peut-être mon image. Et juste, alors c'est vrai que par rapport aux couleurs, enfin, il y a beaucoup de couleurs dans ton travail, et tu sais des fois, enfin, tu dis tiens, mais comment il a réussi à y... Je pense qu'il a utilisé les techniques de la Hammer, c'est-à-dire c'est souvent, quand on regarde, c'est des contrastes simultanés qu'on appelle chez les peintres, par exemple, les rouges, les verts qui sont sur le même visage, les ombres sont violettes, le corps est jaune, et c'est des contrastes simultanés qui donnent à cette... regardez là, vous voyez, le violet là, sur son corps, enfin, là c'est magnifique histoire, c'est Bloodstar. À lire, c'est un chef-d'œuvre de la BD. C'est post-apocalyptique, c'est une civilisation 20 000 ans après la fin du monde. Et là, il se bat avec un monstre qui sort d'une centrale nucléaire abandonnée depuis 20 000 ans, donc, et qui a généré des monstres comme ça, fantastiques. Et ce monstre était d'une beauté inouïe en couleur, pour moi. Alors, Bloodstar, c'est adapté de Robert E. Howard. C'est vrai qu'il y a quand même des auteurs qu'il a adaptés depuis le début. Alors, dans Eerie Creepy, il y a déjà des adaptations d'Edgar Poe. En 2004, je crois que c'est ça, de 2014. Vous connaissez Robert E. Howard, qui a quand même un génie de la littérature fantastique, qui a créé Solomon Kane, qui a créé Conan le barbare, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle She. C'est l'histoire d'une princesse. Parce que ça se passe tout le temps. Il ne faut pas oublier que Robert E. Howard venait du romantisme anglais fantastique, à la fin du 19e, où on découvre qu'il y a eu un monde avant les humains, les dinosaures. Ils commencent à découvrir ça, et donc ils ont une vision transhumaniste de la vie et de la Terre. Et Robert E. Howard écrivait des histoires avant l'histoire, enfin, ou après. Mais toujours, c'était incroyable. Il y aurait une civilisation avant la civilisation. Il y aurait eu des humains avant les humains. Ah oui. Alors, Corben a aussi adapté Harlan Ellison, C'était Weekend Blood en 89. Mais c'est vrai que Lovecraft et Poe, c'est un peu finalement les auteurs qu'il a le plus adaptés. Alors même parfois, il fait des histoires qui ressemblent à du Lovecraft, mais qu'il a réécrit parce que finalement, il baigne tellement dedans que ça lui est naturel. Par exemple, Regmoor avec Jan Strad. Et même Radgod, qui est sorti l'année dernière chez Delirium, finalement, c'est du Lovecraft sans Lovecraft. Oui,
En fait, il se réapproprie les univers de pulp, d'auteurs de pulp, que ce soit Lovecraft, que ce soit Howard, ou Clark Ashton Smith aussi, que ce soit des auteurs comme Edgar Allan Poe, dont il est, on va dire, amoureux même de l'œuvre, qui reprend, qui retravaille régulièrement. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur Howard, tu parlais de la civilisation après la civilisation. C'est un thème qui revient très souvent à la fois chez Howard et chez Corben. C'est-à-dire que la civilisation, quelque part, n'est amenée qu'à s'effondrer. Et tu te retrouves toujours l'homme qui se révèle, le héros qui va se révéler, va toujours se révéler après ou en dehors de la civilisation, soit parce qu'il est rejeté, soit parce qu'il s'est cassé la gueule, mais en tout cas, c'est un thème récurrent. L'humanité, la civilisation, il y croit moyennement quand même. Parce qu'il y a beaucoup de sauvagerie quand même dans l'univers de Corben. Pour survivre, il faut se battre, il faut casser des tronches, il faut... C'est ça. Il n'y a plus le vernis de la civilisation qui protège, il faut au contraire... D'ailleurs, chez lui, on pourrait parler de ça, c'est qu'en fait, son héros est contre les barbares. Donc on pourrait Tu me disais qu'il n'y avait pas beaucoup de politique chez lui. Il y a toujours un fond, parce qu'il y a toujours un peu de philosophie, même si plus de la philosophie, ouais. Oui, mais c'est politique la philosophie. C'est-à-dire que lui, le barbare, par exemple dans Bloodstar, son héros, il est débordé par la barbarie de la nature et de l'humanité, qui devient cannibale, qui devient... Mais il est seul. C'est-à-dire que son combat, il le mène seul, il est en dehors de la société, il est rejeté. Ce qu'on retrouve souvent avec une femme aussi, quand même. Ouais. La femme, ce que on disait aussi tout à l'heure de chez Corben, c'est que c'est pas misogyne, hein, toujours la femme au gros nichon, mais c'est pas vraiment ça. C'est une femme libre, puissante, qui domine même son héros. Souvent, qui est totalement libre par rapport à lui. Quand elle en a marre, elle le jette, elle se barre sans problème. Il a beaucoup d'héroïne aussi. Enfin, Non, c'est pas misogyne du tout. Au contraire, ces personnages qu'on retrouve souvent sont très forts, ils s'assument tels quels. Alors, ils sont aussi hypertrophiés parce que c'est des caractéristiques qu'il aime bien exagérer, mais c'est plus pour la caricature que pour une on va dire un côté sexiste ou macho, ou ce que tu veux, quoi. Enfin, je crois, j'espère. Ah non, mais c'est clair. En tout cas, dans son discours, c'est clair. Oui. Après, est-ce que ce qu'il dit et ce qu'il fait, voilà. Mais en tout cas, c'est certain que c'est assumé de cette manière-là. Ouais. Et alors juste un moment, Corben a essayé de ressembler à un de ses personnages. Ça, il faisait beaucoup de bodybuilding parce que quand on le voit en 69 dans Neverwhere, c'est lui qui joue en fait le rôle de David, l'employé qui se retrouve catapulté dans. Et là, donc, c'est on va dire un petit jeune homme à lunettes et on va dire 20 ans après, c'est devenu un peu une baraque. En fait, quelque part, il s'est toujours projeté dans ses personnages et dans ses univers. Et il a toujours eu ce fantasme, cet idéal, qu'il représentait, mais dans lequel il espérait se retrouver. Donc il y a un moment, il s'est effectivement dit, il faut que je fasse de la muscu, il faut que je fasse des arts martiaux. Et il a fait de la muscu comme un furieux. Donc il a été hyper musclé. Et puis à bout d'un moment, il s'est dit, mais il faut que j'arrête. Et effectivement, il s'est arrêté, il est redevenu humain. Et il s'est dit pareil, il faut que je fasse des arts martiaux, il faut que je sache me battre avec tout. Et donc il a commencé, il devait avoir une bonne trentaine, quarantaine d'années. Il est allé se faire taper dessus par des ados, il s'est dit c'est bon, j'arrête. Mais bon, il fallait qu'il le tente, il fallait qu'il aille l'expérimenter, qu'il aille le voir. Et essayer de correspondre à cet univers qui s'est construit. Déjà, tous ces univers dont il s'est nourri, cet univers dans lequel lui s'est construit artistiquement et dans lequel il s'est projeté régulièrement à chaque fois qu'il créait une œuvre. En fait, lui, c'est vrai que cette fascination pour le muscle, c'est aussi parce que il prépare un peu l'après, en fait. C'est pour l'apocalypse, en fait. C'est vrai qu'il y a un peu cette fascination. Je pense qu'il y a de ça, moi. Ouais. Je pense que ces personnages sont obligés d'être comme ça parce que sinon ils meurent. Enfin, et alors encore une fois, je reviens au capitalisme, mais c'est aussi une manière de dire je suis fort ou je meurs. Enfin, je suis puissant ou je disparais. J'ai pas le choix. Donc c'est pas que pour l'esthétique, c'est aussi un destin de ces héros d'être comme ça. Enfin. Ces personnages sont forcément hors normes.
Ce sont effectivement des survivants, ce sont des personnages qui ont toujours cette capacité à surmonter l'adversité. C'est en ce sens-là qu'il est très très proche de Robert Howard, parce que c'est les mêmes caractéristiques sur les personnages. Donc effectivement, il faut qu'il soit capable de compter avant tout sur lui-même, parce que, comme on le disait tout à l'heure, lui-même étant solitaire, ces personnages sont souvent solitaires, donc ils doivent compter avant tout sur eux-mêmes et sur tout ce qu'ils ont comme capacité, que ce soit leurs ressources morales ou physiques. C'est vrai que ces personnages sont jamais à la bonne place, on dirait. Là, j'ai relu dans tes rééditions l'histoire d'un enfant qui est amoureux d'un monstre cannibale. Comment il s'appelait Harry ou je sais pas. Et c'est l'enfant, il est rejeté parce qu'il protège le monstre, parce que lui, il le voit comme son chien, enfin comme son chat. Bah c'est vrai qu'il y a beaucoup de monstres dans l'univers de Corben. Alors après, c'est vrai que par exemple, dans les Creepy, ce sont des loups-garous, des vampires, vraiment les figures fantastiques, on va dire, un peu classiques, mais autrement, il y a tous les monstres, même sans nom, qu'il invente, donc on ne sait pas vraiment classer. Le monstre est omniprésent dans son univers, et surtout un peu pour révéler l'humanité, et surtout, on va dire, la monstruosité humaine. Oui, et ce qui est assez drôle, c'est que les monstres sont souvent informes, c'est-à-dire que ce sont des choses. Il y a des tentacules, ça ressemble à Lovecraft, on a du mal à les identifier, mais à la limite, c'est pas très, très important, parce que c'est toujours ce qu'ils vont révéler chez les humains qui sont autour. Ça vient de Lovecraft, parce que Lovecraft, avec Cthulhu, avait décrit un monstre indescriptible. Et on ne pouvait pas se l'imaginer. Et lui, il a passé sa vie à essayer d'inventer Cthulhu, à le dessiner vraiment, comme tout à l'heure on l'a vu dans Bloodstar. C'est Cthulhu, c'est une espèce de machin informe avec 1000 yeux, des protuberances, quelque chose de mou devient dur. Enfin, il y avait ces transmutations des matières. Et ça vient souvent de Lovecraft, qui voulait décrire une chose indescriptible. Oui, mais ça, c'est clairement, il a toute sa carrière en bande dessinée, il est resté fidèle à ses auteurs, à Poe, à Lovecraft. Surtout Poe, Lovecraft et d'autres auteurs de pulp, donc, comme ceux qu'on évoquait tout à l'heure, mais il est vraiment resté sur ces œuvres-là, ces univers-là, ces monstres-là, mais de ce point de vue solitaire. Donc qu'est-ce que ça allait réveiller ou révéler chez son personnage dans lequel lui, il allait se projeter. Alors il y a quelques années, toi tu as publié L'Esprit des Morts, alors qui est un peu sa version de Poe définitive, avec donc plusieurs histoires, même parfois qu'il avait déjà dessinées, qu'il avait déjà adaptées, ou dans les années 70-80, comme le Corbeau, La chute de la maison Usher. Et comment expliquer justement ce perfectionnisme, cette envie finalement de livrer la version définitive de Poe en bande dessinée, parce qu'il l'avait déjà fait quelque part. Alors, je ne sais pas si c'est dans son esprit une version définitive. C'est à partir du moment où il a vécu avec ses œuvres toute sa vie, en permanence, il se les réapproprie, il les redécouvre, il a envie de les retravailler. Et c'est ce qui s'est passé avec ces histoires de Poe. Donc, effectivement, il en avait déjà publié dans les années 70, dans les années 80. Des recueils étaient déjà parus aux États-Unis, en France. Et puis, il les a reprises en 2012-2014. Et d'ailleurs, pour des travaux que lui considérait à ses yeux comme parmi ses meilleurs. Et c'est vrai qu'il a apporté un soin, une méticulosité, et puis un amour, clairement, à cette matière. Il a travaillé, il a fait des histoires absolument magnifiques. C'est du perfectionnisme, et je crois que c'est de la passion. Hein. C'est vivre avec ses œuvres. Et il cherche à atteindre dans leur réalisation quelque chose de suffisamment beau, de satisfaisant pour lui, et il est prêt à mettre le couvert aussi souvent que nécessaire, quoi. Ouais. C'est une démarche artistique pure. Hein. Il y a beaucoup d'auteurs, je pense, qui se diraient je l'ai déjà fait, donc maintenant il faut que je fasse autre chose. Je suis obligé. Je veux dire, sinon les lecteurs n'auront pas envie de relire les mêmes histoires, même traitées différemment. Il s'en fout. Il fait ce qu'il aime. Il a effectivement, il vit en autarcie, donc. Il est dans son coin, dans son monde, avec ce qu'il aime. Il paraît qu'il ne sort jamais. En fait, c'est pas un ermite, mais c'est un gars qui est parfaitement équilibré dans un endroit dont il ne veut pas partir. Et privé d'une humanité dont il n'a pas besoin. C'est le Kansas, hein, c'est ça? Oui, dans le Kansas, ouais. Oui, en fait, il vit en retrait du temps, à revisiter des atmosphères victoriennes, à revisiter son univers personnel. Oui, bien sûr. Mais même finalement, enfin, je sais pas. Oui,
il y a l'électricité chez lui, tout ça, je veux dire. Ah bah mais, oui, bien ah bah sûr, oui. mais et on a l'impression quand même que vraiment, il ne veut plus vivre finalement. Il n'en a pas besoin en tout cas. Il n'a pas besoin. Il n'en hein, a pas besoin. Mais non, il est, je dirais parfaitement. Il vit dans notre temps. Hein. Oui, quand même, bien sûr. Par exemple, on parlait des différentes techniques de travail. Il a toujours été. Donc déjà, il a toujours remis en question ses propres manières de travailler. Mais il travaille par exemple avec l'outil informatique, avec tous les nouveaux outils qui sont à sa disposition depuis toujours. C'est-à-dire qu'il a commencé à travailler, à modéliser des choses en 3D, à essayer de le faire dans les années 90, au début des années 90, quand on commençait à avoir des micro-ordinateurs personnels à la maison. Lui, il était déjà en train de se poser la question de comment est-ce que je vais pouvoir travailler en 3D avec ça, comment est-ce que je vais pouvoir dessiner là-dessus, comment est-ce que je vais pouvoir faire des éclairages. Donc il commence à mélanger après des travaux en photo, en vidéo. Tu disais tout à l'heure que par exemple, il y a ces modèles, il les sculpte très souvent. Après, il les éclaire avec des couleurs différentes. Il les prend en photo, il les filme, il les modélise. Et en fait, il intègre toujours des nouveaux moyens, des nouvelles technologies à sa méthode de travail. Moi, j'aime bien cet auteur, justement, qui est mutant comme ses personnages. C'est un dessinateur mutant, parce qu'il est multi-technique, comme tu disais, la photo, l'informatique, et il est hybride. Il se nourrit en permanence. Ouais. Il est jamais resté figé sur une technique ou sur un médium. Quoi. Il s'approprie. Moi, j'ai jamais recherche. vu autre chose. J'ai jamais vu quelque chose de pareil que Corben. Non. Dans ses images, dans cette couleur en profondeur, ça n'existe pas. Enfin. Il n'y a rien qui ressemble. Hein. Il n'y a rien qui ressemble. Il a son style à lui. Et alors, effectivement, de temps en temps, on voit des auteurs. C'est plus du dessin, c'est de la peinture pour moi. Quoique le dernier est un peu plus revenu au dessin, je veux dire, classique. Mais souvent, pour moi, c'était de la peinture. Il n'y a pas la ligne claire. Enfin, là, bon, ça tombe mal parce qu'il y en a. Mais par exemple, dans ses albums personnels, il n'y a plus de lignes. C'est peint. Oui, il y a vraiment de tout, quoi, hein, ici. Ouais. Et justement, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des auteurs qui sont ses successeurs, ou vraiment, finalement, il n'y a personne qui travaille, qui puisse prétendre à ce statut un peu d'héritier de Corben, même s'il y a plein d'auteurs qui ont été inspirés, en tout cas, qui ont reçu un flash en regardant son travail, mais finalement, est-ce qu'on peut dire, tiens, voilà la relève ou Il faudrait dire aussi que Corben n'était pas super connu dans son propre pays. Enfin, c'est beaucoup les Européens, et notamment la France, qu'il a, avec les humanoïdes associés, c'est le seul qui ont dit, mais nous, on mettra l'argent pour que tes planches soient pareilles que tes planches. Et ils avaient mis du super beau papier. Enfin, alors que là-bas, la bande dessinée en Amérique était considérée un peu comme un truc pour se torcher, quoi. C'était vite fait, mal fait. Il n'y avait pas de couleur. Par exemple, Indeep a été recoloriée en Europe. Au départ, elle n'était pas en couleur, la BD. Ce qui est certain, c'est qu'aux États-Unis, le lectorat en comics, c'est quand même. Alors, très longtemps, ça a été considéré comme passons un médium pour gamins. Hein. Donc, il était déjà un peu hors cadre à ce niveau-là, malgré justement les creepy-iri qui avaient révolutionné le marché en s'adressant à des adultes. Mais c'est pour ça qu'il a pu exploser à cette époque. Mais c'est vrai que sinon, le marché aux États-Unis, c'est dans une très large partie du super-héros. Donc c'est pour des gamins et Corben ne rentre pas là-dedans. C'est ça, lui, pour se faire éditer, il est parti de l'autre côté, la côte ouest, alors que tous les grands d'ici étaient de New York. D'ailleurs, les personnages vivent dans New York. Enfin, lui est parti là-bas, dans l'underground de la côte ouest. Oui, c'est ça. Il a vraiment pu avoir sa chance au moment de l'explosion dans les années 70 des comics underground. Mais il a travaillé à cette époque-là avec Jim Warren, pendant toutes les années 70 et début 80, jusqu'à ce que l'éditeur ferme ses portes. Et il a monté aussi en parallèle sa propre maison d'édition, parce que déjà, il aimait mieux l'idée de travailler en étant totalement indépendant. Mais c'est vrai que cette période-là, elle s'est arrêtée, même pour sa maison d'édition qui s'appelait Fantagore. Je crois que ça s'est arrêté peut-être au début des années 90. Ça n'a pas duré. Ouais. Et d'ailleurs, ça a été une période un peu creuse, on va dire, en termes d'édition et de création chez lui. Alors lui, c'est pas arrêté de travailler, hein, mais en termes de publication, c'était moins évident de trouver des choses. Et il s'est relancé, entre guillemets, vis-à-vis des lecteurs,
en travaillant à cette époque-là, donc au début des années 2000, pour des éditeurs, fin des années 90, début 2000, pour les majors américaines. Il a fait 2-3 séries par-ci par-là chez DC, t'en parlais tout à l'heure, chez Marvel. Hellboy, là, Il a fait Hellboy chez Dark Horse dans les années 2000. Il a fait et il a en fait il a recommencé chez DC avec. Je crois qu'il a même fait Hulk, non? Voilà, c'était chez Marvel dans les années 2000, au début des années 2000. Mais chez DC, il a commencé avec Hellblazer. Il a fait une histoire avec Brian Azzarello, qui était donc l'auteur de. C'était quoi? C'était 100 Bullets, non? C'est ça. Et il a fait encore une superbe adaptation d'un roman fantastique qui s'appelait La Maison au bord du monde. Et là, c'est vrai que tu retrouvais tout à coup Corben avec son univers. Et c'est un ouvrage absolument magnifique, qui était paru en France chez Tot. Et c'est une merveille. Une merveille. Là, tu retrouvais le Corben des années 70, bon, dans les univers, donc les univers qu'il aimait, avec son style qui avait évolué, qui avait mûri. Une merveille. Alors c'est vrai qu'avec Mike Mignola, le créateur d'Hellboy, il partage quand même pas mal de passion pour Lovecraft, le fantastique, mais finalement où Mignola, lui, peut donner du temps aux fans, bouge un peu. Corben, lui, il va jamais à une convention, il va jamais en Europe, il fait pas. Rencontrer son public, finalement, ça l'intéresse pas. Je crois qu'il s'en fout complètement. Je crois que les souvenirs qu'il a sont même plutôt désagréables, parce que c'est vrai qu'à une époque, il était systématiquement associé on va dire, au caractère hypertrophié de ses personnages. Donc, en gros, dès qu'il y avait des fans qui venaient le voir, c'était pour dessiner des gros nichons ou des hommes sévèrement burnés, on va dire. Et donc il y a un moment, ça l'a quand même un peu saoulé. Comme en plus il est pas demandeur du contact, il s'est dit ok, j'arrête, c'est pas la peine, je m'en fous, j'ai pas besoin. Et je crois que ça fait effectivement depuis 25 ou 30 ans qu'il n'a pas quitté, qu'il n'est pas allé à une convention ou qu'il s'est pas déplacé en dehors du Kansas, quoi. Ah oui, quand même, ça fait beaucoup. Il a tiré un trait là-dessus, c'est terminé. Finalement, en fait, son pic, c'était un peu le film Heavy Metal, où il y avait une de ces histoires qui était son pic grand public, en fait. Oui, il y avait une histoire qui était, je crois que c'était Den 2, Den, qui était, ouais, c'était Den. C'est Den qui était adapté le film d'animation. Ouais, bon. Lui, il n'a pas travaillé dessus. Hein. Oui, bien sûr, oui, c'était une adaptation. Il y avait une adaptation donc, de Den, de Corben, il y avait une adaptation de Captain Stern, de Wrightson, je ne sais plus ce qu'il y avait, il y avait quand même... alors c'était Heavy Metal, c'était la version américaine. Bien sûr. Donc ils ont pris effectivement des séries emblématiques comme ça, ou des auteurs emblématiques, ouais. Et maintenant, c'est vrai que toi tu es éditeur de Corben depuis 5 ans, donc qu'est-ce que c'est en fait être éditeur? Est-ce que c'est facile? C'est à la fois assez facile, parce que c'est un plaisir déjà. Je veux dire, c'est bosser sur des livres comme ceux de Corben, ça veut dire qu'en gros, quand on travaille sur un livre, on va le lire 15 fois entre le moment où on le découvre et le moment où il sort. Donc c'est vrai que quand il y a des faiblesses, on finit par se les prendre, quoi. Je veux dire, inévitablement, même si on aime, on se les prend. Et c'est vrai que Corben, c'est un auteur qu'on peut lire et relire et relire et relire, c'est magique, quoi. Donc à ce niveau-là, c'est assez facile. Le personnage lui-même, Corben, c'est un personnage que je trouve assez sympa. Hein. Il est cash, il est direct. Il s'embarrasse absolument pas de donner un avis positif ou négatif ou pas. C'est-à-dire que s'il n'a pas envie de répondre, il ne répond pas. C'est pas compliqué. Hein. Ça peut être au téléphone, lui parler, puis lui, il ne parle pas. Il n'a pas envie de répondre. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Sur les mails, c'est pareil. On peut lui dire un truc tout simple, il va répondre, et puis on répond dans la conversation, il ne répond pas. Et il ne répond plus. C'est fini. Comme ça, parce qu'il n'a plus envie. Donc c'est assez marrant. C'est un personnage qui est assez entier, en fait, hein, qui ne fait aucune concession par rapport à ses envies, à son bien-être. S'il sent bien répondre à une question, il répond. S'il ne sent pas bien, il ne répond pas. Point. Donc c'est parfois quand même compliqué, mais ça fait partie du personnage et il y a une forme d'intégrité qui est vachement agréable, quoi. On se dit, bon, ok, il s'en fout, ça l'intéresse pas, puis c'est tout. Et il a aussi quand même pas mal de déboires en fait, avec des éditeurs. Ah c'est oui. peut-être pour ça, en fait, Oui. que si Oui. tu peux... Il est assez méfiant alors, vis-à-vis de l'humanité en général, vis-à-vis des éditeurs parfois, en particulier même, parce qu'il a eu quand même des soucis avec des éditeurs américains, européens, qui soit sont barrés avec toutes ces planches. Par exemple, on parlait de Bloodstar tout à l'heure, c'est une œuvre magnifique. Pour lui,
on en parlait au moment de la sortie d'Esprit des Morts. Il me disait, Esprit des Morts, c'est un des 3 boulots que je trouve les plus beaux que j'ai fait dans ma carrière. Il y a Esprit des Morts, il y a Den et il y a Bloodstar. Den, il veut plus publier, parce qu'il veut plus. Il a retravaillé, il le reprend de temps en temps et il le reprend. Bref. Bloodstar, il a fait pour un éditeur c'était une commande donc adaptée de Robert Howard. C'est une œuvre absolument magnifique. Le gars s'est barré avec toutes les planches et les droits et c'est fini. Il a disparu avec. Mais il est contactable. Ça, tu l'avais contacté, non? Ah ouais, je l'ai contacté. Je l'ai tracé pendant, je sais pas, 2 ans, 3 ans, quoi. Mais le mec, on ne sait pas ce qu'il veut. Je pense que c'est limite justement si on se demande pas s'il n'est pas en train de spéculer sur la mort de Corben pour le ressortir à ce moment-là. Enfin, c'est pas très sain, c'est pas très respectueux parce que il y a une œuvre qui est magnifique et ça l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est la faire fructifier lui personnellement, on va dire. Donc il y a une œuvre qui est magnifique, qui est là quelque part et malheureusement il n'y a plus accès, sauf si on retrouve les vieilles éditions américaines ou les éditions des Humano. Ouais. Ouais. Et par exemple, c'est vrai que Den, qui considère comme un de ses chefs-d'œuvre, il pourrait le proposer à un nouveau public, parce que là, on est obligé de se retourner vers le marché d'occasion. Oui, alors ce qui se passe, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les nouvelles de Poe. C'est un peu la même logique, c'est-à-dire que avec les années, son œuvre, il la regarde différemment. Donc, s'il estime qu'elle ne correspond pas à ce qu'il est aujourd'hui, il va préférer la refaire plutôt que la republier. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de ces œuvres anciennes, quand lui est propriétaire des droits, il ne veut pas les publier. C'est le cas de Den, c'est le cas des Mille et une nuits, par exemple, qui est pourtant un ouvrage fabuleux aussi, et il ne veut pas. Ah ouais, c'est incompréhensible, c'est ça. C'est incompréhensible. En fait, il n'y a rien à comprendre. Il veut pas. C'est limpide, hein, pour lui, c'est super clair. Ah ouais, Mais c'est une forme de liberté qu'il a. Hein. C'est assez admirable et respectable. Hein. Il fait ce qu'il aime aujourd'hui. Voilà, il a 77 ans. Il est resté. Ça a quasiment toujours été un auteur indépendant, underground. À part ces quelques brefs passages chez Marvel et DC. Et à part La Maison au bord du monde, je dirais, c'est même plutôt anecdotique ce qu'il a fait sur Hulk ou sur Cage. Alors Cage, encore c'est particulier parce qu'il y a, c'était encore une histoire compliquée, on va dire, parce que c'est une histoire qui commençait super bien. Il s'est vraiment dépouillé pour faire une histoire magnifique, super bien construite, super bien racontée. Et puis travailler avec un autre scénariste qui est pas un de ses potes et avec un éditeur qui est une major, ça s'est barré en vrille. Et le 4e épisode, ils l'ont expédié, quoi. Mais c'est vrai que les 3 premiers sont par contre vraiment brillants aussi, quoi. Mais voilà, il a toujours été, il a rien à prouver, il est indépendant, il est autonome, il choisit la matière qu'il veut travailler, il choisit la forme quand il veut ou pas. C'est-à-dire que peut-être, en écoutant ce que tu dis, c'est que il se prend il est un artiste, donc il ne faut pas oublier que toutes ces majors considéraient les artistes comme des ouvriers. Enfin, ils pissaient du dessin, ils n'avaient aucun respect, ils se dépayaient à l'heure ou au trait quasiment, enfin, 1 milliardième de dollar le trait. Et lui, je pense qu'il y avait une résistance aussi à cet emploi humiliant de tous ces magnifiques dessinateurs qui étaient des ouvriers de la BD, quoi. Ils avaient tant de trucs à faire par semaine, des fois à la journée. Enfin, c'était des esclaves. Et peut-être que cette réaction dont tu parles fait partie de son autonomisation en disant « je ne suis pas un esclave de mon propre travail ». Enfin. Oui, complètement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a trouvé un terrain qui était parfaitement adapté pour lui dans les années 70, au moment de l'explosion de la BD underground. Parce qu'à ce moment-là, les auteurs pouvaient, ils étaient maîtres de leur travail, ils étaient quasiment maîtres de leur... alors, dans certains cas, mais ils pouvaient l'être en tout cas de leur publication même. Alors, d'un côté, il travaillait chez Warren, qui publiait des magazines centrés sur les univers qu'il adorait. Mais de l'autre côté, il pouvait aussi faire en totale liberté, sur son nom à lui, les BD qu'il souhaitait faire, quoi. Quand il a travaillé pour les majors, je pense que les majors avaient besoin de lui. Parce que les majors, à l'époque, ils ont récupéré beaucoup de... Moebius a fait aussi Batman ou je sais pas quoi. Il a fait Silver Surfer, mais c'était bien avant. C'était bien 10 ans avant. Parce qu'ils avaient besoin du nom de ces dessinateurs aussi. Parce que les dessinateurs avaient perdu leur qualité. Enfin, c'était des ouvriers, quoi. Ils dessinaient de la BD comme ils tournaient des boulons. Alors, dans le cas de Corben,
je ne suis pas sûr. Parce que je pense que c'était, tu vois, au tournant des années 2000, c'était un moment probablement où fallait qu'il croûte, quoi. Ah ouais. Donc les mecs, ils savaient que c'est un mec génial. Donc enfin, ils étaient forcément contents de travailler avec lui. Mais tu vois, c'est pas une expérience qu'il a cherché à prolonger. Quasiment toutes les BD qu'il a faites, par exemple chez Marvel, ça s'est jamais très bien terminé finalement. Alors, Banner, donc l'histoire de Hulk, bon, c'est une petite histoire qui est assez anecdotique, même s'il y a des scènes qui sont franchement hyper spectaculaires dedans. Mais il a fait un Punisher, je crois, qui se regarde, hein, qui est sympa, mais bon, ce ne sont pas des œuvres majeures dans sa biographie. C'est pas du Corben, quoi. Non. Il y en a une qui était vraiment du pur Corben, et c'est une histoire d'Heroic Fantasy qui s'appelle Star, qui n'a jamais été publiée en France. Et pareil, ça s'est très bien passé avec l'éditeur, avec Marvel, parce qu'ils lui ont commandé en fait une histoire complète d'Heroic Fantasy qui est c'est un hommage pur à Robert Howard. Il a complètement construit l'histoire, il l'a découpée, il l'a dessinée, et après il l'a envoyé à Marvel pour qu'il puisse faire le texte. Et c'est là qu'il y a un scénariste qui s'est greffé dessus, qui s'est en fait chargé des dialogues. Mais il s'en est chargé sans absolument consulter Corben, et il a fait son délire à lui sur cette BD, et du coup ça s'est très bien passé, il était furieux, et je crois que c'est la dernière collaboration. Mais en fait ça s'est jamais bien passé pour lui. La seule fois où il a vraiment fait son truc, en fait il y a 2 fois où il a vraiment fait son truc, c'est avec, alors je sais plus si c'est Ian Sternad ou un autre scénariste, non, c'est un autre scénariste avec qui il a fait l'adaptation de Hodgson, La Maison au bord du monde chez DC, et cette histoire-là, c'est les 2 fois où il a cherché à faire son truc chez des majors. Et alors juste, aux États-Unis, il a commencé à publier Shadows on the Grave, qui va être le prochain album que toi tu vas sortir. Alors je sais pas, et tu peux nous en parler en fait, quand, alors, sous quelle forme? Alors a priori, hein, il va sortir au premier semestre 2018. On est en train de travailler dessus. C'est un hommage direct pour lui. C'est une série qui est parue en 8 magazines, en 8 comics. Et c'est vraiment de l'hommage direct aux EC Comics ou aux magazines comme Creepy Harry. C'est-à-dire des petites histoires d'horreur, fantastique, épouvante, qui travaillent donc en niveau de gris comme Rage Moore. C'est très très beau. Et il y a en fil conducteur une histoire qui se suit sur les 8 épisodes qui s'appelle Deneus, où il reprend un personnage dans l'affiliation de Den. Ouais. Voilà. Et ça, c'est une histoire complète sur les 8 numéros. Donc ce sera un volume, effectivement, un volume complet avec l'intégrale de la série. Et on est en train de cogiter à ce qu'on pourrait faire d'exceptionnel autour de cette publication, parce que je pense c'est une belle occasion d'essayer de travailler aussi en parallèle peut-être un ouvrage particulier, je sais pas. L'objet, l'objet, la forme. absolument. Okay. Ouais. Ouais. Et qui est directement inspiré du pulp. Donc d'accord. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Et toi, tu le classes où? Enfin, pas besoin de classer, mais tu dis encore un super Corben à sortir. Oui, c'est clair. Ouais. Et c'est assez frappant. Hein. Comme toujours, en fait, plus on lit, plus on aime. C'est-à-dire que la série, on rentre dedans, on se dit oui, c'est une petite histoire, puis une autre, et puis c'est quand même vraiment bien. Et puis c'est vraiment super. Pour moi, Corben a une chose incroyable, c'est-à-dire on ferme les yeux, on pense à Corben et on voit Corben. Ouais. Alors quand on voit, tu vois, même je veux dire Tintin, on voit Tintin, mais bon, là on voit les couleurs, on voit les volumes, on voit les corps. Enfin, c'est rentré dans un climat personnel où tu fermes les yeux, tu vois Corben. Enfin, tu imagines les corps comme ça, les rondeurs, les couleurs, les décors. Enfin, il n'y en a pas beaucoup d'auteurs comme ça. Et surtout, tu le vois effectivement, et tu le vois avec une pureté totale, c'est-à-dire que ça n'est que Corben. Voilà. C'est-à-dire que ça ne ressemble à rien d'autre. Que ce soit dans ses univers et dans comment il s'y approprie, dans comment il les retranscrit, c'est entier, hein, c'est total. C'est comme ce qu'on disait sur lui tout à l'heure, c'est la même. C'est assez brut en un sens. Ouais. C'est un travail qui est totalement intègre. Et ce qui est assez admirable, c'est que ça l'est depuis le début. Et puis en plus, dans Rat God, qui est plutôt un nouvel album, enfin, assez récent. C'était fait en 2014-2015. Voilà. Il a évolué dans son dessin, tout en restant Corben. C'est-à-dire qu'il fait moins d'efforts peut-être dans les jeux des couleurs, tout ça. Il est devenu un peu caricatural, ses personnages sont devenus allongés. Enfin,
alors qu'au départ, il y avait cette espèce de réalisme, et pourtant, c'est Corben. Enfin, il y a les cadrages, les plans, les coupes, c'est lui. Ah oui, oui. Et puis c'est soigné, pareil, avec une minutie. C'est un travail d'orfèvre. C'est-à-dire que quand on le lit, on lit une histoire qui est dans un univers à la Lovecraft. C'est un hommage pur à Lovecraft. Et on est pris dedans, ça se lit avec une limpidité, une fluidité, c'est magique. Et après, quand on regarde en détail, on voit qu'il y a un travail sur les découpages, sur les cases, sur les planches qui est absolument incroyable. Et c'est que du parti pris, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est en soi légitime, sauf le choix artistique. Et c'est magnifique. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est les hors-champs sonores qu'il y a chez Corben. C'est-à-dire quand le dieu rat mange les gens, t'entends je croum, mais tu vois pas le truc. Et ça, c'est magique aussi comme vision cinématographique du hors-cadre, du hors-champ. C'est ça, mais il est toujours en lien avec cette mise en scène qui est de toute façon visuelle. On en parlait tout à l'heure, il est toujours à cheval entre l'animation et la bande dessinée. Ouais. Et il n'a jamais tranché en se disant je vais faire que de la bande dessinée ou que de l'animation. Dans sa tête, il fait tout le temps les deux. Des fois, on imagine un bouton dans la BD, tu appuies et les trucs bougent, tu vois, se mettent à devenir un film. Ouais. C'est vrai qu'il était aussi très inventif dans les onomatopées. En fait, c'est vrai que les crunch, c'est vrai qu'il y a vraiment. On imagine bien ces sons. Non, bah là, bon. Ça, mais il était très fort en onomatopée, je trouve. Voilà. Ouais. Et ça, c'est l'histoire qu'on vient de voir là, avec le fameux Spurb. C'est une histoire qui était parue au début des années 70, justement, qu'il a publié en indépendant. Le premier Metal Hurlant. Peut-être en France, je ne sais pas. Elle a dû être aussi dans les éditions de Farshid Baroucha, L'écho des savanes, spécial USA. Mais c'est une histoire qui est en fait, il a un humour, aussi un ton qui est très ironique. C'est-à-dire qu'il peut parler de choses toujours avec un ton un peu comique, mais de choses qui vont être assez graves, ou assez dures, ou assez violentes, ou assez abruptes. Et cette histoire-là, on peut juste raconter quand même, c'est enfin deux petits mammifères qui sont là en train de survivre. Il y a un géant qui, à un moment, arrive et les écrase, et finalement on se rend compte que c'est, on va dire, les rêves de quelqu'un qui est en train de faire une overdose. C'est ça. En fait, c'est vraiment un peu une parabole sur la génération hippie. Cette histoire de la femme géante, là, ah oui, magnifique, tout à fait. Où les extraterrestres disent mais qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Et en fait, ils ont atterri sur le corps de la nana. C'est ça. Ouais. Oui, cette histoire-là, effectivement, en plus, c'est une histoire, c'est vraiment la grosse aventure. Il y a le héros qui protège sa dulcinée contre les monstres, et ils survivent jusqu'à ce qu'il y ait un gros truc qui leur marche dessus, qui broie la nana, et donc lui, il est dégoûté, mais bon, il ne peut rien faire, donc il s'en va. Et en fait, les humains, là, enfin, les créatures qui sont proto-humaines, on va dire, qui viennent d'écraser sa dulcinée, sont en gros des gens qui viennent ramasser deux gamins qui trouvent allongés par terre, qui ont fait une overdose. Et, donc c'est des mélanges d'univers comme ça, à la fois héroïques, puis en même temps pas du tout, quoi. Donc Creepy et Harry, c'est là où il était le plus ironique, moi je trouve. Dans ses BD grandioses, il était ironique, mais on était porté dans. Il n'y avait pas une vision sociale. Dans Creepy et Harry, il y a un truc de la rue, quoi. Il y a un truc du quartier. Ouais, en fait. Ça revient quand même assez souvent aussi dans ses boulots qu'il a fait en indépendant. C'est vrai qu'il avait cette liberté-là dans les Creepy Harry, qui correspondait aussi à l'ère du temps dans les années 70, mais il le faisait aussi dans ses BD en indépendant. Alors effectivement, on ne retrouve pas forcément ça dans Blue Star, c'est pas très comique. Enfin, non. Alors qu'il y a plein de trucs de Corben qui sont presque hilarants. Enfin. Dans les c'est hilarant par le choc du fantastique et du réel. Souvent, c'est là où c'est drôle. Tout à fait. Ça, c'était une histoire qui était parue dans les magazines Eerie de l'éditeur Warren américain. C'était une histoire en 30 pages, dans trois numéros, qui est un noir et blanc absolument sublime, et c'est des histoires de voyage temporel. Et ça se mélange, ça rebondit, c'est à la fois super violent, c'est à la fois drôle et pareil, mais pas drôle du tout.
Donc c'est Je me assez rappelle magique, de quoi. cette histoire où ils finissent par faire revenir les dinosaures, ils se trompent là, non? En fait, je me demande si lui-même savait où est-ce qu'il voulait aller quand il écrivait. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit finalement, c'est pas un voyage temporel, c'était un décor, mais en fait, c'était quand même un voyage temporel. Mais le problème, c'est que, c'est que c'est pas un problème, c'est qu'en fait, on s'en fout complètement. C'est tellement génial qu'on se balade effectivement avec lui, décor ou pas décor, de toute façon, on marche. Et c'est ça qui est très fort, c'est que même si là, s'il hésite, en tout cas, on le suit, parce qu'il le raconte avec une telle fluidité. En plus, il y a une scène de combat à un moment entre la jeune femme là, qu'on a vue, qui est dans la même tenue, qui se bat contre un GI, mais c'est d'une violence, il se fout sur la gueule. Mais et un découpage. Elle se bat à poil en plus. C'est ça, Alors, sachant que ça a été censuré aux États-Unis. C'est-à-dire que là, nous, dans l'édition française, on a récupéré des scans à partir des planches originales. Mais dans l'édition américaine, ils ont repeint des sous-vêtements par-dessus le corps de la femme. Alors peut-être que vous avez une réflexion, une question pour le public, parce que c'est vrai que là autrement on va discuter. Vous avez vu 2 passionnés là qui échangent. 3. Oui, 3 bien sûr. Oui, mais quelqu'un, une petite une question. C'est vrai que parce que juste si on parle de ce qui est disponible maintenant de Corben, donc il y a les livres que tu as sortis, mais il y a certains qui sont déjà épuisés, parce qu'il y a quand même un gros fan club. Et puis après, il faut se tourner vraiment vers les antiquaires. Les antiquaires, acheter des vieux Écho des savanes spéciales USA, où il a fait beaucoup de couvertures d'ailleurs, beaucoup de dessins qui ont été utilisés en couverture, ou des vieux métal hurlants. Mais après, il faut fouiner, parce que c'est vrai que c'est un auteur en fait finalement qui est pas, il n'y a pas de Pléiade de Corben, ça mériterait, mais ça mériterait. Tout le monde attend qu'il meure pour le piller. Je pense qu'il y en a qui attendent ça effectivement. Je parlais par exemple de celui qui a récupéré Bloodstar, qui est parti avec. Je pense que c'est ce qu'il attend. Et c'est terrible parce qu'on en a un peu parlé avec Corben. C'est une blessure quand même. Je veux dire, c'est un auteur qu'il adore, c'est un travail qu'il adore, et il n'a plus rien de ce travail-là. Donc c'est vrai violent, que c'est très violent. Ah oui, c'est très violent. Tu te fais piller. Puis le mec, rien à foutre, quoi. C'est-à-dire ça fait depuis 76, 77 qu'il s'est barré avec tout. Il faut qu'il les déclare volés, comme ça il ne pourra plus jamais les revendre. Je pense que c'est pas son... Il a tiré un trait dessus, en fait, c'est pareil. Dommage. Et ouais. Tu aurais pu l'éditer. J'aurais aimé, c'est clair. Je veux dire, j'aime à la fois Howard, j'aime ces mêmes univers, Corben, donc je me serais régalé à le faire, c'est clair. J'ai essayé, Et juste, alors finalement, je crois que c'est à la fin de Rejmour qu'il y a une interview. Tu as réussi à obtenir une interview de Richard Corben. Alors, on a fait une petite interview tous les deux pour l'Esprit des Morts. Donc L'Esprit des Morts, pardon, avec les nouvelles adaptations de Poe qu'on voit ici. Et effectivement, c'était une petite interview très sympa. Il a joué le jeu, il a pris des photos qu'il m'a envoyées parce qu'on ne l'avait pas vu à ce moment-là depuis des décennies. On ne savait plus à quoi ressembler. On avait justement le souvenir du proto-den hyper musclé. Mais bon, c'était il y a 25 ans, quoi. Et donc il a vraiment joué le jeu, il a été sympa. Et l'idée, c'était justement de discuter avec lui de ses influences littéraires, précisément, parce qu'il est dans cette culture, dans cette tradition littéraire fantastique qu'il explore, lui, sur la bande dessinée et l'animation. Et autrement, il veut donner des interviews un peu plus... C'est possible d'avoir une interview? C'est possible, c'est pas gagné. D'accord. ça dépend, je sais pas, de son humeur. Un jour, il pourra te dire oui, un jour, il te dira non. Ça, c'est acquis aussi. D'accord. Bon, on va tenter la chance plus tard. On en a fait déjà quelques-unes, par exemple. Pour Kaboom, on avait fait une autre pour... C'était quoi? Non, c'était pas pour Vice, je sais plus, j'ai oublié. D'accord. On en a fait 2-3 comme ça, à des moments où il était partant. Ça le dérangeait pas. Et donc dans un peu, on va dire moins d'un an, Shadows on the Grave. Ça y est, on a commencé à travailler dessus avec Doug Edline qui s'occupe de la traduction. Parce que Doug Edline, c'est lui qui a fait donc toutes les traductions des magazines Creepy Eerie, des anthologies qu'on a publiées. Et là, on reste dans ces univers-là, dans ces tons-là. Donc c'est le traducteur qui est le plus adapté. Très bien. Et qui est même naturel de ces environnements littéraires. Eh bien Philippe, Laurent, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. S'il y a une dernière question ou quelque chose, autrement, on va continuer à discuter au bar. Merci à vous.